Régénération Caraïbe, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue sur Régénération Caraïbe, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, fondateur du bureau d'études en environnement Filao Ingénieur Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de sujets très intéressants et très en vogue. Nous allons parler d'alimentation saine, de sensibilisation à la biodiversité et d'entrepreneuriat aussi, entrepreneuriat au féminin, avec une question centrale qui va être de comprendre l'interrelation entre notre santé intérieure et la santé de notre environnement, comment l'un joue sur l'autre et l'autre joue sur l'un. Avec Rachel Lolia. Rachel, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Rachel qui est la fondatrice et gérante de l'entreprise Typopays, une entreprise d'agrotransformation qui est en plein de déploiement en ce moment en Guadeloupe et peut-être ailleurs, tu nous diras. Ton nom est arrivé plusieurs fois à mes oreilles dans les dernières années, on va dire, et quand j'ai eu cette idée de podcast, j'ai pensé tout de suite à t'inviter. Tu fais partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs guadeloupéennes qui font les choses un peu différemment et puis qui font surtout les choses avec du sens. Donc, merci d'être là. Et première question, en fait, on va aller droit au but. Qu'est-ce que Typopays et quelle est la mission de l'entreprise ? Ben écoute, merci Bertrand pour l'invitation, c'est avec plaisir. Je suis très contente de cette introduction. Alors, Typopays, qu'est-ce que c'est ? Il faut déjà bien retenir que c'est un concept. C'est une marque qui représente un concept global autour de la diversification alimentaire, dans un premier temps destiné aux bébés et jeunes enfants, mais en réalité à l'ensemble de la famille. Et tout cela autour des produits locaux, autour des produits tropicaux. Notre objectif est très clairement de rendre en fait accessible la biodiversité tropicale, toute sa richesse, de manière pragmatique et ludique, parce qu'elle est riche de diversité, de saveurs, de couleurs, de bienfaits aussi nutritionnels, qu'on ait davantage conscience que c'est juste à côté de nous en fait et qu'on peut y avoir accès, et surtout prendre conscience aussi de sa valeur. Et à ce moment-là, on devient acteur, donc conscient de la manière dont on va interagir avec elle, donc de cette biodiversité, comment on va se nourrir aussi avec elle, mais se nourrir sur tous les aspects, autant sur le plan alimentaire et physique que sur la partie spirituelle, bien-être, relationnel, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est encourager le locavorisme au sein des familles guadeloupéennes et même en dehors de la Guadeloupe et dès le plus jeune âge. Ok, super. Donc c'est vraiment, il y a une mission globale et finalement les typos en tant que tels sont une partie de vos activités pour tenir cette mission, quoi. Exactement. En vrai, Typopays se décline sur un ensemble de services, d'outils et de produits. Avant les petits pots, on avait notamment les guides, donc qui sont des livres qui ont été édités pour accompagner les familles à mettre en place chez elles, mais en conscience, en connaissant les bonnes notions, en ayant les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, en apprenant aussi à découvrir cette biodiversité qui était un peu parfois méconnue. Ensuite, on a eu aussi les ateliers, les conférences. On a fait aussi quelques formations, mais là, elles sont plus en interne, plus orientées vers les professionnels. D'accord. Finalement, la partie agroalimentaire n'a été que dans la continuité de toutes les actions qui avaient été menées, ou tout au moins qui sont menées depuis 3 ans maintenant. Donc voilà, donc oui, l'offre alimentaire est orientée vers autant de sens, de cohérence, à savoir proposer des aliments innovants qui ne sont pas forcément habituels sur ce qu'on trouve sur le marché. Donc là, en l'occurrence, on a sorti une gamme d'aliments infantiles bio et frais. Aujourd'hui, la plupart des petits pots, par exemple, ne sont pas des petits pots frais, ce sont des conserves. Donc nous, on a voulu faire différemment pour à la fois être au plus proche du goût authentique des aliments, mais aussi prendre le temps et le soin de préserver en fait en réalité tous les apports nutritionnels qu'il propose, qui sont non négligeables puisque la vitamine C, les antioxydants, les nutriments, les minéraux, ce sont des choses qui sont essentielles pour le développement en fait de l'enfant et donc de son alimentation. Tu as commencé en faisant des livres, ça c'est il y a 3 ans, des
3 ou 4 petits livres à l'attention des enfants. Et maintenant, ça se décline dans la vraie vie, on va dire, dans le concret. On peut s'alimenter. Et alors, concrètement, c'est des petits pots. Alors, tu prends des fruits comme des mangues, des avocats, Tu peux nous dire un petit peu les différentes choses? Alors, on a un process en vrai qui est très simple, qui se rapproche du fait maison. En tout cas, moi, c'était dans mon exigence. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose qui soit au plus proche, en fait, du vrai, tout simplement. Quand une maman achète un giromon et qu'elle le cuit à la vapeur et qu'ensuite qu'elle le mixe pour le donner à son enfant, il n'y a pas plus simple et plus vrai, en fait, que ça. Ouais. Donc, du coup, on a défini un process qui se rapproche au maximum, tout en tenant compte, en fait, de la réglementation infantile et du côté, finalement, production semi-industrielle qui permet d'avoir des volumes plus conséquents, d'avoir aussi des textures plus travaillées, d'avoir des valeurs nutritionnelles qui soient maîtrisées, des paramètres précis, etc. Donc, il y a quand même une dynamique assez scientifique, recherche et développement, mais pour rester sur des choses simples et efficaces. Et concrètement, parce que c'est vrai que moi, quand je vois des conserves, systématiquement, j'ai tendance à me dire, bon, ok, c'est un produit qui a plein de conservateurs, qui n'est pas forcément bon pour ma santé ou quoi, même si c'est dans un magasin bio, tu vois. Alors en vrai, il y a plusieurs notions. La première notion, c'est au niveau de la conservation du produit. Donc ça, il y a un traitement qui se fait, un traitement qui peut être thermique ou alors par des additifs. Donc là, les conservateurs en l'occurrence, etc. Nous, on a fait le choix de travailler sans ajout de quoi que ce soit, sans additifs, sans conservateurs, sans rien. Et donc du coup, ça demande justement une ingénierie sur d'autres process de conservation que nous testons au quotidien, qui peuvent parfois fonctionner, mais qui peuvent aussi échouer. Et donc du coup, d'où cette nécessité de prendre le temps de chercher, etc. Ensuite, au niveau de la conserve, justement, c'est aussi je parlais de ce traitement, ça peut être de la stérilisation, ça peut être de la pasteurisation, etc. Nous, on a fait le choix de prendre de la pasteurisation, donc qui, de facto, ne tue pas tous les micro-organismes, parce que la réalité, c'est que le micro-organisme, ça reste vivant, c'est un être vivant. Et donc, en gros, si on tue tout, si on veut tuer tous les micro-organismes, on prend aussi le risque de tuer toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les antioxydants, etc., tout ce qui est vivant, en fait, en vrai. Et donc, du coup, sur ce choix de la pasteurisation, notre objectif, c'est de garantir une sécurité alimentaire, mais tout en gardant le maximum de vie possible, en fait. Exactement, sur l'aliment. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en n'ayant pas en plus d'additifs et de conservateurs, nos pots sont obligés d'être, par exemple, conservés au frais. D'accord. Et récemment, on vient tout juste de sortir, qui nous a pris quand même 1 an de recherche et développement, une sorte de semi-conserve, c'est-à-dire, pareil, trouver des paramètres qui soient relativement intéressants pour avoir à la fois l'avantage de cette préservation du vivant, entre guillemets, et les avantages de la température ambiante qui reste aussi pratique pour certaines personnes. Donc, tout dépend du niveau d'exigence, en fait, finalement. Donc, en sachant que plus on va conserver à température, plus on va perdre en goût. Et donc, plus, voilà. Donc, ça dépend, en fait, du consommateur. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter 2 propositions de valeur différentes, mais qui soient tout aussi qualitatives l'une que l'autre, pour permettre aux 2 types de consommateurs d'y trouver en fait leur avantage. Quoi. C'est super intéressant parce que du coup, tu amènes des recettes. Est-ce que tu travailles avec, par exemple, les générations d'avant, genre ta grand-mère parce que j'ai l'impression que ça fait le lien entre les tout petits nouveaux avec les anciens et dans notre mode de vie actuel, on n'a plus le temps d'aller éplucher le fruit à pain, le faire cuire, faire la petite purée ou le légume vapeur pour... Exact. Les mamans modernes. C'est exactement ça. Alors moi, j'ai eu la chance de grandir au sein même de ma famille avec mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère. Nous sommes très, très proches. Mes filles aussi, nous sommes très, très proches. On est vraiment un petit cocon. Et donc, il y a énormément de transmission de connaissances traditionnelles, culturelles, etc. Et en fait, à travers ce projet, on essaye aussi de mettre tout ça en valeur, de respecter certaines recettes. Par exemple, on a une recette pollo concombre qui fait référence au didico. Donc, en vrai, un petit bébé qui adore la recette pollo concombre, c'est garanti qu'adulte, son didico, il va l'apprécier. Ce sont des petits détails comme ça qu'on essaie de retrouver à travers la formulation de différentes recettes. Tenir compte aussi de la saisonnalité,
puisque, voilà, quand c'est la période de la sapotille, ça a son intérêt. Quand c'est la mangue, ben, ça a aussi son intérêt. Quand c'est la prune de citer, ça a aussi son intérêt. Et en vrai, c'est valoriser la diversité de notre environnement, puisque ben, chacun de ces aliments a ses avantages et sert en fait finalement autant à une ouverture d'esprit pour apprendre à déguster, apprendre à apprécier, à découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts, mais aussi à se dire, ben, c'est un cycle en fait. Donc là, j'ai plus de prunes citer, c'est pas grave, mais il y a toute autre chose à découvrir. Donc, on essaie de rassembler tous ces petits éléments qui nous caractérisent, qui caractérisent cette île, riche en plein de choses, à travers justement cet acte nutritif. Donc, autant du corps, du physique, que de l'esprit, du spirituel, du relationnel, du culturel, etc., etc. Ça, c'est super. Et du coup, concrètement, est-ce que tu peux le voir? Parce que ça fait quelque temps maintenant que... Alors déjà, avant de les commercialiser, toi, tu les testais. Tu as des filles, hein, tu me disais. Est-ce que tu as vu un impact concrètement sur leur comportement ou comment, justement, sur leur ouverture d'esprit à ces différentes alimentations, enfin ces alimentations traditionnelles? Ah oui, complètement. Quand je le dis, l'alimentation sert aussi d'ancrage culturel, c'est très vrai. Ma première, j'ai pas eu trop à m'investir sur sa diversification alimentaire parce que je finissais encore mes études à l'époque. Et donc, c'est surtout ma mère et ma grand-mère donc, qui ont fait de leur mieux. Hein. On a toujours consommé les produits locaux, donc ça, il n'y a aucun souci à ce niveau. Mais par contre, ne serait-ce que sur la diversité des aliments, on faisait ce qui était pratique et facile. Donc voilà, parfois j'ai essayé de lui donner 2-3 pots industriels, ça passait pas forcément. Donc on s'est arrêté à ce qu'on trouvait et très rapidement, je suis passée sur quelque chose de conventionnel entre guillemets. Elle mange comme moi et puis basta. De pratique et facile surtout. La seconde, par contre, j'ai dû m'investir sur cette phase-là. Et je me suis vraiment rendu compte, en fait, que en dehors de la banane jaune, de la patate douce et puis du fruit à pain qui est assez pratique, j'ai pas trop d'idées, en fait, de recettes, de diversité, etc. Alors qu'il y en a énormément. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à aller sur les marchés, à chercher des variétés anciennes, à découvrir de nouvelles variétés que je découvre encore aujourd'hui, même dans la nature, par exemple, la nèfle du Mexique, mais j'ai découvert lors d'une promenade. Okay. Et voilà, cette curiosité à goûter. Donc, systématiquement, dès qu'on avait une nouvelle saveur, une nouvelle découverte, tester pour voir si on arrivait à transformer. Et c'est comme ça, en vrai, qu'on a pu commencer à lister les différentes recettes qui, aujourd'hui, se retrouvent à être des recettes type au pays. Et si tu peux me dire, par exemple, les recettes les plus originales que tu as, genre 3 recettes ou 3 types Alors, les best-sellers, on a la purée de Jacques, qui est un des plus gros fruits du monde. Pas très consommé ici, en local, encore moins sous forme de purée, que les gens apprécient et découvrent. On a un légume ancien qui est le 50 hommes. Moi, j'adore, franchement. Oui. C'est comme un gros concombre. C'est un gros concombre, exactement. Et on n'y pense pas. Et en vrai, il est hyper rentable parce que du coup, c'est exactement comme le concombre ou la chrysophine, etc. Et c'est doux, c'est agréable et on peut en avoir en quantité. Et donc, un fruit, un légume. Et en féculent, on a eu une recette qui était assez atypique. C'était la dot concombre. Donc, la dot, c'est une variété d'igname. Et le petit concombre, c'est un petit concombre avec plein de petites épines, en fait, qui sont hyper douces. Ah oui, je vois. Ouais. Et en fait, voilà, ce sont des aliments que moi, petite, j'ai connus, que j'adore. Il y a un autre qui est l'igname pas possible, Christophine. Ça aussi, c'était une édition limitée. Et en fait, ça faisait vraiment comme une crème. C'était juste délicieux. Et ce sont des aliments qui, malheureusement, ne sont pas si valorisés que ça. Et en vrai, qui ont, même sur le plan nutritionnel, beaucoup de bienfaits. Alors, ces fruits et ces légumes, tu les trouves où? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que la gamme Type au pays, elle est exclusivement 100% bio. Donc, on est certifié bio. D'accord. Donc, sur Type au pays, c'est uniquement du bio. Donc là, on travaille avec des agriculteurs bio. D'accord. Donc, via notamment leur groupement. Et justement, cette flexibilité, puisque tu l'as dit, un fruit à pain
même s'il n'est pas certifié bio, il n'y a pas plus bio que ça, en fait, en vrai. Donc, du coup, on a voulu s'accorder quand même cette flexibilité. On a, avec la seconde gamme qui s'appelle Tifig, ne pas forcément avoir ce côté bio estampillé, mais qui reste quand même quelque chose de propre ou sans pesticides, parce que c'est très, très important à la fois pour l'enfant, tout simplement, et surtout aussi pour la santé de toute autre personne qui souhaite consommer, puisqu'en vrai, ce n'est pas normal de mettre des pesticides dans des aliments. C'est pas ça la norme. La norme, c'est que quelque chose soit relativement authentique et propre. Donc, pour la plupart de nos aliments, on n'en a pas besoin. Je pense au giromon, je pense à la doge, je pense aux petits concombres. Ce sont des aliments qui poussent très bien, ou même l'abricot pays. Il n'y a pas besoin, en fait, d'avoir de pesticides. Et donc, au final, de vouloir obligatoirement avoir quelque chose qui soit certifié, parfois, ça peut être restrictif. Et donc, on a voulu avoir cette flexibilité, d'où le fait de proposer 2 gammes. Une qui soit exclusivement bio et une qui soit, entre guillemets, juste sans pesticides. Tu sais, les anciens, souvent, j'entends ici dire OK, il faut manger, si tu veux être en santé, il faut manger les fruits d'ici, les 2 saisons, qui sont disponibles. Du coup, toi, c'est ce que tu proposes, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aller manger un mélange Christophine, igname pas possible, mélange déjà préparé, que d'aller tous les éplucher, machin, etc., et d'avoir le réflexe d'aller sur le marché. Concrètement, tu l'as vu peut-être avec ta fille, mais peut-être avec d'autres enfants, parce que tu commences à avoir un petit retour d'expérience là-dessus. Tu vois un changement d'état d'esprit par rapport justement à cette connaissance de la biodiversité locale et même la vitalité, est-ce que... Ah oui, complètement, je l'ai dit, ne serait-ce que moi, au niveau de mes filles, ma dernière, elle est hyper curieuse, elle adore découvrir les aliments, elle goûte de tout, et de manière parfois même très instinctive. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, des retours que nous avons eus auprès de certains parents, pareil, c'est l'engouement que l'enfant a, parce que comme c'est bon, l'enfant apprécie. Donc du coup, ça fait que le rapport à l'alimentation est sain, entre guillemets. Et c'est très important pour notamment la prévention de maladies qui sont en lien avec justement ce comportement alimentaire. Il suffit qu'il soit biaisé et puis on peut tout de suite partir sur des dérives. Donc le rapport à l'alimentation, le fait qu'il soit sur quelque chose de positif, sur une dynamique de découverte, de gourmandise, on est dans de l'abondance. Et puis le fait de le prendre en pleine saison, on est aussi sur des produits qui seront relativement qualitatifs. Une mangue à juste maturité n'a rien à voir avec une mangue qui sera hors saison. Et Donc on le sait tous. Et puis, c'est proposer tout ce qu'il y a de meilleur que la nature nous propose de manière simple et logique, en vrai. Là, c'est la période des pommes Malacca, faire découvrir son bébé un jus de pommes Malacca ou de faire croquer dedans juste par curiosité. Enfin, je trouve ça tellement beau et juste génial que je trouve que ce serait dommage, en fait, de s'en priver puisque ça contribue directement, au-delà de l'aspect nutritionnel, en fait, à faire grandir l'enfant, à l'émerveiller, à le nourrir, tout simplement, entièrement. Du coup, ça a un impact sur leur santé, puisqu'ils sont là-dessus. Ça a un impact sur leur connaissance de qu'est-ce qui se passe dans la nature, même si ça sort d'un petit pot. Au moins, on sait que c'est 2 saisons et ça vient d'ici. Tes petits pots, t'as des petits livrets qui viennent avec, non? Ou une illustration ou sur la... Est-ce que tu as un support pour ça? Ta question est super intéressante puisqu'en vrai, ça traduit un peu la démarche dans laquelle on souhaite se positionner. On n'a pas d'intérêt, ça ne nous intéresse pas à juste être une marque de petits pots qu'on met dans un rayon et puis on a fini avec toi. On veut vraiment proposer de l'expérience. En vrai, notre mission, et je le rappelle, c'est de faciliter l'accès au locavorisme au sein des familles et dès le plus jeune âge. Donc concrètement, une maman qui m'achète un pot, c'est génial. Mais en vrai, l'idéal pour moi, c'est qu'une maman réussisse en fait à s'approprier son environnement, les aliments de son environnement et à le faire découvrir à son enfant, à ses enfants et tout au long en fait de l'existence de son enfant. C'est vraiment là en fait notre objectif. Donc ça veut dire qu'elle m'achète mon pot, c'est cool. Mais si elle m'achète mon livre pour apprendre à faire, c'est tout aussi mieux en vrai. Et que ça devienne un réflexe et qu'elle apprenne en fait à s'ouvrir à cet environnement, à cette biodiversité qui est hyper riche, qui est généreuse et qui au final participe à son bien-être. C'est vraiment là notre objectif. Donc autant dans le pot que dans la vraie nature, il faut y aller tout simplement. Donc au final, pour revenir sur ta question, en plus du pot, on a une dynamique pédagogique et éducationnelle qu'on traduit soit par les ateliers, soit par les conférences. Là, on va sortir de nouveaux formats digitaux pour permettre justement aux parents de continuer en fait l'expérience au-delà du simple acte alimentaire qui peut durer une demi-heure, 1 heure. Parce que c'est une question que je me posais. Est-ce que tu apprends ici à l'école
parce que tu as grandi ici, hein, tu as fait tes petites classes ici. Est-ce qu'il y a des cours sur les mangues, les fruits locaux? Est-ce qu'à un moment donné, c'est appris ou pas? Alors, c'est intéressant parce qu'en vrai, tout ça se connecte à ma vraie fonction. Puisque initialement, je suis ingénieure en communication scientifique. Mon métier de base, c'est de créer des supports pédagogiques contextualisés. Ouais. Et donc, le projet en lui-même se connecte à ça. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique de vulgarisation, d'information. Et oui, on a sorti des supports, des petits livrets pour les enfants, pour leur permettre de s'approprier de manière ludique, en fait, le cycle d'une maracuja. Une maracuja, c'est jaune, c'est rond. Avant, il y a la floraison, il y a un type d'auxiliaire particulier, etc. Donc, il y a vraiment toute une dynamique éducationnelle et pédagogique qui va derrière. Et en fait, au final, c'est connecté, ancré un peu plus. Et même si je lui donne toutes ces informations, s'il n'a jamais goûté cette maracuja, il ne va jamais réellement l'intégrer en vrai. Donc, c'est vraiment aller de bout à bout sur la démarche, de A à Z, en disant que oui, on a l'information, mais en face, on a aussi un produit physique qui puisse soutenir en fait la transmission de cette information et donc de permettre d'avoir une intégration qui se fasse de manière complète auprès des enfants et au final auprès des familles, parce qu'un parent qui accompagne son enfant à découvrir son environnement le découvre aussi lui-même. Tu interviens dans les écoles du coup? Alors j'ai eu à le faire. En ce moment, j'avoue que la partie agroalimentaire nous a pris énormément de temps. Donc cette dernière année était très intense, donc on est vraiment resté très très focus sur la production. Ouais. Et là, cette année, du coup, on a une nutritionniste diététicienne qui a rejoint notre équipe et très prochainement notre pédiatre aussi. Et donc, on va pouvoir faire ces actions de vulgarisation. La prochaine, c'est Manger à tout petit, en collaboration avec Cap Excellence notamment. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment de multiplier en fait ces actions populaires pour diffuser l'information le plus largement possible. On crée des supports pédagogiques également. Et comme j'ai dit, on aura d'autres supports qui vont être complémentaires, d'où la dynamique de concept global avec une série de services, d'outils et de produits complémentaires. Et du coup, là, on comprend que c'est pas juste je fais de la cuisine, des recettes dans ma cuisine et je les mets dans des petits pots. Exact. Et ça va plus loin que ça. Pour mettre tout ça en place, parce que ça a l'air facile, on t'écoute là maintenant, les petits pots, on peut les acheter sur Internet, un peu partout, hein, dans les magasins bio, etc. C'est quand même c'est comme monter une start-up. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a choisi ce format-là en vrai, puisque au-delà de l'aspect spéculatoire de la start-up, c'est vraiment le côté montage, innovation, rapidité d'exécution, ajustement, amélioration continue en permanence. Donc oui, on prend du temps sur certains aspects, mais en fait, on prend du temps pour s'améliorer, pour perfectionner le produit, faire en sorte qu'il matche le plus possible avec les besoins en fait, de la cible à laquelle on s'adresse. On n'est pas juste là pour copier-coller quelque chose qui existe déjà. Enfin, si c'était juste pour faire du blésinat tropical, en vrai, je ne me serais pas embêtée à faire autant de choses en fait, concrètement. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on peut faire de la fabrication par d'autres personnes et revendre tout simplement et être intermédiaire. Non, l'idée, c'était vraiment d'apporter une valeur ajoutée sur le territoire, de faire quelque chose de différenciant et de démontrer en vrai que tout est connexe. La manière dont on se positionne et on se situe dans son environnement. Et on l'a dit, hein, c'est se nourrir, certes, sur l'aspect physique, mais aussi se nourrir sur l'aspect relationnel par rapport à cet environnement, puisque en ayant conscience de la valeur et de ce que nous apporte l'environnement dans lequel on se trouve, donc en l'occurrence notre biodiversité, mais on se positionne aussi comme protecteur. Et donc, on va bien comprendre que la prochaine fois qu'on va couper un manguier, c'est 10 ans, 100 ans de production de mangue qui a nourri plusieurs générations de personnes qu'on hypothèque. Donc voilà, se repositionner et bien faire comprendre qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie de cet environnement et de cette nature et qu'elle nous nourrit, elle nous abrite, elle participe à notre bien-être et la plupart du temps, elle nous soigne aussi. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça et de se connecter à elle et donc de la protéger. Ça fait vraiment du sens. Et puis, c'est vrai qu'après, à d'autres échelles, il y a d'autres impacts positifs parce qu'on évite d'importer, on est moins dépendant de l'extérieur. C'est ça. On valorise, on crée de l'emploi avec des ressources locales. C'est ça. On incite de meilleures pratiques agricoles plus durables. Ouais. Les pots recyclés, par exemple, c'est aussi faire comprendre que on peut être acteur, rapporter ses pots,
c'est éviter qu'on en importe plus. De fonctionner en saisonnalité, ça m'évite de demander de la cerise pays hors saison, etc., etc. Ça permet aussi d'avoir une ouverture d'esprit. C'est valoriser ce qu'on a en local, qui peut du coup aujourd'hui être exporté et donc créer une valeur économique. Ouais. Développer des filières, développer de nouvelles idées d'industrie, puisqu'aujourd'hui, concrètement, la plupart des industries agroalimentaires que nous avons sur le territoire, elles conditionnent. Ouais. On n'en a pas qui transforment et qui, voilà, directement en local avec les produits locaux. Du coup, éviter tout ce qui est gaspillage de matières agricoles, puisqu'on a parfois des surplus de production, des bananes qui mûrissent trop vite. Mais une banane qui mûrit trop vite et qui est tactée, elle est peut-être pas bonne à vendre, mais elle est encore bonne à être transformée. Et même chez les particuliers, quand on a certains arbres, je pense aux mangues, là bientôt la saison des mangues va commencer, mais on a énormément de gaspillage et en vrai, c'est pas transformé, ça reste de la valeur ajoutée qu'on peut utiliser en local ou exporter. Est-ce que tu as pensé à faire des systèmes, par exemple, d'abonnement ou être membre de Typo Pays et en genre, tu as tes pots qui arrivent chaque mois et si tu as un manguier derrière chez toi et que tu as du surplus, tu dis à Typo Pays, venez les chercher. Mais du coup, je pense que je vais devoir t'embaucher puisque tu me fais un gros teasing sur ma prochaine étape. C'est exactement ce qu'on va annoncer là. On a les abonnements qui sortent et en plus des abonnements, on a décidé de sortir une gamme de pots solidaires. L'objectif, c'est de récupérer de la matière première chez les particuliers sous forme de dons. Et que nous, notre engagement en tant qu'économie sociale et solidaire, c'est de les transformer, donc avec notre savoir-faire et avec nos équipements, et de pouvoir les rendre accessibles aux familles qui sont en situation de précarité. Parce qu'en vrai, consommer local ne devrait pas être quelque chose de réservé uniquement à des classes sociales ou autres. On devrait tous pouvoir y avoir accès. Super, mais en fait, tu as même répondu à ma prochaine question avant que je la pose, parce que j'allais te dire... C'est bien, mais est-ce que c'est accessible au niveau tarif? Parce que c'est pas tout le monde non plus, j'imagine que ça a un coût de faire tout ça. Oui. Et c'est toujours la question de se dire, l'alimentation saine, si elle est réservée à l'élite, est-ce qu'on est toujours dans une mission valable? Mais moi, ça a été mon gros problème parce qu'effectivement, j'ai subi aussi. En tant que maman, je voulais donner que du bio à ma fille parce qu'elle faisait énormément d'allergies, mon aînée. Et en fait, c'était compliqué, c'était un budget. Aujourd'hui, on a cette problématique parce qu'on fait quelque chose de très, très qualitatif, même si on l'a rendu relativement accessible. En vrai, on a un pot de luxe qu'on rend accessible pour donner une marge de valeur. C'est un pot qu'on devrait vendre entre 8 et 16 euros, concrètement, si on devait se faire du cash. Et aujourd'hui, on le vend 3,90 €. Donc, alors du coup, non, puisqu'en vrai, c'est là toute notre stratégie, c'est que j'en ai parlé, initier de nouvelles industries agroalimentaires. L'avantage de l'industrie, c'est le volume. Donc, plus on fera du volume, et moins ça va coûter cher. Et donc, à ce moment-là, c'est ça, c'est de faire comprendre aux familles que plus, par exemple, via l'abonnement ou voilà, en consommant plus régulièrement, nous, plus on va en produire et finalement, moins les pots coûteront cher. Et la partie don, très intéressante et très importante parce que ça nous permet aussi d'avoir un levier sur lequel on peut moduler et à ce moment-là, s'y retrouver en termes de charges. Et donc, si au niveau de la matière première, on a une matière première qui est par exemple gratuite, nous, on absorbe nos charges. Voilà, et on fait l'impasse sur notre marge et à ce moment-là, on a un produit qui peut être délivré à moindre coût aux familles en situation de précarité ou gratuitement si on a un prescripteur qui nous le rachète. C'est super, la prochaine étape est super inspirante aussi. Oui, mais c'est challengeant parce que, comme tu l'as dit, on essaie de faire des choses qui n'existent pas encore et forcément, on se prend des murs. Et donc, tout le monde ne comprend pas l'objectif et surtout le pourquoi de faire autant de choses. Puisqu'en vrai, on pourrait simplement se faire du profit comme d'autres marques et très bien s'en sortir. Et en fait, ce n'est pas l'objet initial. D'ailleurs, la raison pour laquelle on est économie sociale et solidaire, c'est qu'on priorise le sens et l'impact sur l'humain et l'environnement avant le profit. Et alors là, ça m'amène sur ton parcours d'entrepreneur, parce que c'est vrai que ce dont tu parles, c'est tous ces enjeux-là de développer quelque chose, d'innover. Tu es super impliqué aussi avec l'écosystème d'entrepreneurs locaux et tu essayes de partager ton expérience. Tu m'as parlé d'un projet qui est arrivé là, qui s'appelle Cause Business. C'est ça, Cause Business. Cause Business. Ouais. En fait, en vrai,
voilà, je fais partie de ces entrepreneurs qui ouvrent un peu les portes, si je peux dire ça comme ça. Et donc, forcément, on s'en prend pas mal à la figure aussi. Et l'idée, ça serait de faire en sorte que les personnes qui viennent après n'aient pas à souffrir autant. Et donc, l'idée, c'est via le retour d'expérience, puisque moi, j'en ai bénéficié aussi. Toutes mes avancées, mes choix stratégiques, etc., se sont surtout faits via des rencontres. Et donc, l'idée, c'est que ça soit quelque chose qui soit beaucoup plus démocratisé, plus accessible, parce que ça fait gagner un temps fou. Et surtout, ça permettrait de faire développer tout le tissu économique guadeloupéen, parce qu'en vrai, on en a vraiment besoin pouvoir décoder, en fait. Mais ça bouge quand même, hein. Je trouve que depuis 5 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, j'ai commencé en 2012 et je vois bien la différence au bout de 10 ans, mais c'est quand même 10 ans. Donc, c'est vrai que quand on se cale sur d'autres écosystèmes, cet écosystème, il a fallu le créer. Moi, je l'ai découvert à l'époque avec le Spot Coworking, qui a été vraiment un projet qui a initié en fait la construction de ces écosystèmes. Concrètement, c'est soit on s'en plaint et on dit il n'y a pas d'écosystème, soit on se retrousse les manches et on y va, quoi, et on le co-construit en vrai. Et donc, du coup, mon engagement, il est à ce niveau-là. Je n'ai pas toutes les réponses, je ne suis pas la meilleure personne qui entreprend il y a des personnes qui sont très lourdes, qui font des choses extraordinaires. Mais voilà, je porte ma pierre à l'édifice, je fais ma part parce que du coup, demain après, c'est autant à moi que ça puisse servir, le fait que toute la dynamique avance, quoi, tout simplement. C'est dur d'entreprendre en Guadeloupe ? C'est super dur. Mais en vrai, je pense que dès qu'on arrive à faire quelque chose ici, on peut faire quelque chose n'importe où dans le monde. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de réticence à entreprendre ailleurs. D'accord, c'est dans tes plans ? Bien sûr. Donc, cause business pour causer comme parler en créole et cause pour la cause. Exactement. Et le business, parce qu'il n'y a pas de dichotomie entre faire du business et faire de l'impact, du sens. C'est très important. Moi, j'adore faire du business, j'adore négocier, j'adore toute la partie influence, etc. Et je pense qu'on peut gagner de l'argent de ces activités sans forcément faire l'impasse sur des choses de sens, de valeur ou qui nous fassent vibrer, en fait. Petite question un peu plus, on va dire, large ou drôle. Ça s'appelle Portrait chinois, je crois. Si la Guadeloupe était un fruit, ça serait quoi? Alors là, un de mes fruits préférés, je pense que c'est la pomme cannelle. Ok. J'aime ce côté cellule individuelle. À chaque fois qu'on retire un morceau, une sorte de... une alvéole, il y a un noyau. Et donc, au final, ça représente une cellule individuelle. Mais toute la magie de ce fruit, c'est dans l'unité, en fait, en vrai. C'est juste extraordinaire. Donc, moi, j'adore ce fruit. En plus, il se rapproche du corosol, mais c'est absolument pas du corosol. Il est énormément valorisé ailleurs. Et je trouve qu'il est très peu valorisé ici. C'est un fruit qui cartonne en Asie. Et ici, malheureusement, sans plus, je crois que même que c'est en voie de disparition, puisqu'on en retrouve de moins en moins. Et je pense que la pomme cannelle, ça serait pas mal. Imagine, tu es en 2043, dans 20 ans, et là, tu ouvres ta télévision 3D, ou je sais pas ce que ça sera, bon bref. Et c'est les informations, et on annonce une super nouvelle pour la Caraïbe, pour les îles de la Caraïbe. Ça serait quoi? Je crois que ça serait l'intelligence collective. De pouvoir fonctionner ensemble, de manière stratégique, d'être des leviers, qu'on soit des leviers mutuels, les uns pour les autres. Je trouve que, on n'a pas encore compris, et ça, je trouve ça super dommage, mais de plus en plus, c'est en train d'émerger, qu'en travaillant pour le bien commun, pour l'intérêt collectif, en vrai, on travaille pour nos intérêts individuels. Donc, on irait même plus vite. En vrai. Bon, aujourd'hui, moi, via cette entreprise, je travaille certes pour la partie agroalimentaire et de transformation, mais je réfléchis aussi pour la partie agricole. Parce que s'il n'y a pas de terre agricole, il n'y a pas d'agriculteur qui plante. S'il n'y a pas d'agriculteur qui plante, il n'y a pas de matière agricole disponible. S'il n'y a pas de matière agricole disponible, je ne peux rien transformer. Si je ne peux rien transformer, je ne peux pas faire de produits finis. Si je ne peux pas faire de produits finis, mon distributeur n'a rien à vendre. Et s'il n'a rien à vendre, vous n'avez rien à manger. Voilà. Exact, c'est vrai. Non, mais ça peut aller très loin. Puis après, tu sais, il y a aussi tout ce qui est agrotourisme, des gens qui maintenant aiment se déplacer pour des voyages qui font du sens. Tu peux les inciter à travailler sur des terres qui, cueillir des corosols. Mais moi, c'est comme ça que je voyage. J'ai toujours voyagé en mode source travel.
Et donc, ça veut dire que voilà, je prenais le temps de me poser dans la communauté, de faire du bénévolat contre hébergement ou nourriture, etc. Et ça ancre énormément et je trouve même que ça pousse le touriste, entre guillemets, à mieux respecter la culture et enfin, l'authenticité en fait, du territoire. Est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire qui t'a marqué que tu aimerais recommander? Alors, moi, il y a 2 personnes qui m'ont transformée, entre guillemets, qui m'ont beaucoup touchée. C'est Pierre Rabhi et Lucien Degras. Donc, c'était le Pierre Rabhi local, entre guillemets. D'accord. Et voilà, c'était vraiment à partir de ces moments-là, quand j'ai commencé à découvrir leurs travaux, que j'ai commencé à prendre conscience d'un certain nombre de choses. On a énormément de richesses, on a énormément de talents et de compétences en local. Je trouve juste que ces initiatives soient encore atomisées, qu'elles soient isolées. Et j'espère vraiment qu'un jour, on pourra fédérer tout ça et travailler en synergie. Et Lucien Degras, est-ce qu'il a écrit des ouvrages ou comment est-ce que Alors, c'est l'un des pères en fait, du Jardin Créole. Ouais. Donc déjà, si on veut savoir des choses sur le Jardin Créole, allez lire son livre. Okay. Et ensuite, il a été directeur de l'INRA. Il a fait énormément de recherches pour valoriser la biodiversité locale, entre autres l'igname et toutes les variétés d'igname. Et donc, oui, il a initié pas mal de choses. Et aujourd'hui, c'est à nous de reprendre, de pérenniser en fait tout ce qu'il a initié et le combat qu'il a mené pendant toute sa vie. Donc, il y a des vraies richesses en fait qui sont à déterrer, qui sont à faire revivre et qui sont juste à côté de nous, quoi. Exactement. Rachel, merci beaucoup pour cette rencontre, c'était super. Si on veut retrouver des informations sur ce que tu fais en ce moment ou ce qui est à venir, si tu as des liens ou des endroits où nos auditeurs peuvent aller retrouver ça. Alors, sur Typopaeille, nous sommes sur Instagram, Facebook, LinkedIn également, ou sinon sur notre site. En tapant Typopaeille, on trouve les informations. Nous sommes très réactifs sur les messages, donc on y répond. Et sinon, on a un numéro de téléphone WhatsApp à prioriser. Okay. Pas trop d'appels parce que soit on est en production, soit nous sommes en train de travailler, donc c'est assez compliqué, mais on répond toujours. C'est le 06 90 810 828. Ok, on le remettra dans les textes. Ok, écoute, merci beaucoup. Mais merci pour l'invitation. Et bonne chance pour tout ce qui s'en vient. Merci. C'était Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à nous poser des questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire et c'est super. On espère que la spirale positive continue. Et à bientôt pour le prochain épisode. Écoute. Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute.